Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui à nos conférences du lundi qui ont lieu donc chaque lundi au Palais universitaire organisé par le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg. Ça fait la troisième semaine maintenant consécutive qu'on organise des conférences avec plusieurs personnes qui interviennent. C'est un petit clin d'œil à notre amour pour les recherches participatives et les regards pluridisciplinaires. Aujourd'hui, ça va aussi être le cas. Nous recevons Agatha Krasny-Passini et Hélène Vassiliadou pour une conférence à la croisée des sciences du langage et de la psychothérapie. Donc, Hélène Vassiliadou est maître de conférence en sciences du langage à l'Université de Strasbourg et Agatha Krasny-Passini est maître de conférence à la faculté de médecine de Strasbourg. Aujourd'hui, elles vont nous présenter leur projet Grémo qui a été engagé en 2022, qui a pour objet d'étude la dysrégulation émotionnelle chez les personnes atteintes de lésions cérébrales acquises. Les lésions cérébrales acquises, comme son nom l'indique, c'est des lésions cérébrales qu'on acquérit au cours de notre vie. Je dis une bêtise. C'est après par exemple, des traumatismes crâniens ou des tumeurs ou des AVC. Les personnes qui ont des lésions cérébrales, acquises peuvent présenter de la dysrégulation émotionnelle. C'est aussi le cas des personnes qui n'ont pas de lésions cérébrales d'ailleurs. On parle de dysrégulation émotionnelle, quand on a parfois du mal à nommer nos émotions, à les comprendre ou à les gérer. Dans ce cas-là, on peut avoir recours à la psychothérapie pour nous accompagner. Là où ce projet devient pluridisciplinaire, c'est dans l'approche avec les sciences du langage qui vont essayer d'analyser les discours et les mots employés par ces personnes lorsqu'elles vont essayer d'exprimer, de mettre des mots sur leurs émotions. Voilà, mais je vais laisser nos deux intervenantes en dire un peu plus et je vous remercie pour votre attention. En même temps, un. Ok. On peut avoir juste un, c'est pas besoin. C'est mieux? Oh, Agatha, d'accord. Bah, merci d'être là. Donc, on va essayer de. C'est un peu compliqué comme sujet puisque vous l'avez compris, c'est un projet interdisciplinaire, donc il y a des connaissances de plusieurs disciplines. Donc l'idée, c'est de ne pas être très théorique, de poser juste un contexte et vous expliquer après un peu concrètement comment la psychothérapie dans le projet groupe régulation émotion fonctionne. Donc, commençons par les débuts. Pourquoi parler d'émotion? Bah, vous allez me dire parce que, en effet, dans la vie, nous avons tout le temps des interactions interpersonnelles et finalement, toutes les émotions qu'on ressent, comme vous voyez dans le petit schéma, vont influencer. Il y a une réciprocité dans nos interactions et on se retrouve parfois à réagir parce qu'on interprète un geste ou une émotion et après donc on peut pas dire que c'est toujours comme ça que ça se passe, mais en tout cas les émotions sont présentes euh, dans la vie de tous les jours. Si on connaît mieux le rôle des émotions, comme vous le montrera Agatha, l'idée c'est d'apprendre à être plus libre vis-à-vis de ses émotions, d'éviter une partie des souffrances, ça serait l'idéal, et pas seulement en ce qui concerne les personnes qui ressentent les émotions, mais aussi puisqu'il s'agit de quelque chose d'interpersonnel aux autres. Et l'idée, c'est de pouvoir tenir plus facilement le cap de notre vie, de poser des choix qui vont être en accord avec les objectifs que nous fixons dans la vie, avec surtout nos valeurs, parce que chaque personne a ses propres valeurs, et pouvoir être plus maître de son comportement et dans le sens où on sera plus réceptif à pouvoir moduler notre comportement. En gros, les émotions sont importantes parce que elles influencent nos comportements et la difficulté vient du fait que si on n'arrive pas à reconnaître ces émotions et par extension ne pas pouvoir les réguler, et cela peut faire en fait un gros obstacle
à ce que je disais, à nos objectifs, à nos valeurs. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer, même si le projet a été conçu dans les cadres des lésions cérébrales acquises, l'idée, c'est de dire que c'est quelque chose que tout le monde devrait apprendre. On va vous donner quelques outils après. C'est pas que pour les lésions cérébrales acquises, mais normalement, c'est pour les enfants, pour tout le monde. Agatha vous donnera les émotions. Donc, pour pouvoir réguler les émotions, il faut pouvoir d'abord les comprendre. Et donc, pour aujourd'hui, nous procéderons de la manière suivante. Nous vous dirons deux mots sur le projet Grémo, dans quel cadre, quel est le contexte et en quoi ce projet consiste. Puis, il y aura une petite partie, mais je vais vulgariser un peu plus théorique, c'est quoi une émotion d'un point de vue psychologique et d'un point de vue linguistique. Je ferai une rapide illustration linguistique, mais on échangera la parole tout le temps pour vous dire comment les linguistes finalement interviennent et comment, quel était notre rôle dans ce projet. Et nous passerons à quelque chose qui va être beaucoup plus fun que ma partie, hein, où Agatha, elle va vous donner des exemples concrets avec des compétences et une manière de vous montrer comment finalement on peut réguler les émotions ou comment ceci peut influencer nos choix, etc. Mais afin que tout le monde soit réceptif et que tout le monde puisse comprendre ces émotions et nous écouter bien, Alors, on va faire un petit exercice qui va prendre 1 minute qu'on fait avec nos patients, donc dans le service qui est le mien, qui s'appelle Et moi TC, qui est donc un service qui va accompagner les personnes qui ont fait des AVC, des traumas crâniens et qui du coup ont leur trajectoire de vie qui est quasiment brisée par l'apparition de troubles cognitifs, de difficultés émotionnelles, de difficultés comportementales, d'une fatigabilité. Souvent, on pense qu'un AVC, ça fait surtout des troubles de marche et puis ça fait que les gens sont paralysés, alors que la plupart des gens qui ont des lésions cérébrales ont un handicap totalement invisible. Elles ont juste beaucoup plus de mal à faire ce qui pour vous peut sembler hyper facile, mais ne serait-ce que de se concentrer sur ce que dit un interlocuteur ou tenir une journée de conversation avec sa famille, ça peut être déjà beaucoup trop parce que le cerveau fonctionne moins rapidement et même si on n'est pas paralysé, les choses peuvent devenir très compliquées. Et donc ça, c'est typiquement un exercice très simple que je vous propose de faire et pour ça, vous allez juste fermer les yeux et on va juste essayer de se mettre dans le ici et le maintenant. La première chose, c'est juste d'observer les pensées qui sont en train de nous passer par la tête. On les observe. Peut-être que je suis en train de comparer la situation de maintenant avec une autre conférence, ou me projeter sur le repas que je dois faire ce soir. Ou peut-être que je suis en train de réfléchir à complètement autre chose. Car bien souvent, nous vivons une grosse partie de notre vie, pas du tout dans le présent, mais dans des pensées qui anticipent ou qui comparent au passé. Et pour s'ancrer dans le moment présent, nous allons prendre comme ancrage notre respiration, soit en mettant une main sur notre ventre, ou en mettant une main devant la bouche pour sentir le souffle. Et juste prendre le temps de 2 respirations et de se rappeler que je suis ici et maintenant, à Strasbourg, dans cette salle Pasteur. Je peux ensuite faire un scan très rapide de mon corps. Est-ce qu'il y a des zones qui sont contractées? Juste remarquer si j'ai les épaules qui sont en train de se contracter ou que je suis en train de bouger un pied. Sans jugement, sans essayer de le détendre, juste voir, observer ce qui est ici et maintenant. Je peux prendre conscience des émotions que j'ai en moi. Peut-être une tristesse sur quelque chose qui vient de se passer, peut-être de l'enthousiasme pour la conférence. Et je peux observer aussi les urgences à agir que j'ai en moi. Les urgences à agir, c'est ce que l'émotion nous fait faire avant même qu'on le décide. Peut-être qu'il y a déjà notre cerveau qui nous prépare à répondre à un SMS qui nous a irrités juste avant de venir à la conférence et qui du coup prend tout l'espace dans notre cerveau. Et enfin, on va ouvrir les yeux et juste prendre conscience de cet environnement dans lequel on est. Le remarquer comme si c'était la première fois qu'on voyait une salle de conférence. Regarder les couleurs, sentir les odeurs, les petits bruits de dehors. Et se féliciter d'avoir pris au moins 1 minute de notre journée pour être dans le ici et maintenant. Donc ça, c'est le type d'exercice qu'on fait lorsqu'on commence la régulation émotionnelle avec les patients. Et c'est le type d'exercice qui fait partie de la thérapie Grémo,
mon groupe de régulation émotionnelle. Bien souvent, on a l'impression que notre vie va bien se passer si on reste bien ancré, comme un arbre, et qu'on est très stable dans notre vie. Mais dans notre vie, il va y avoir plein de choses qui vont venir nous déstabiliser. Alors une lésion cérébrale avant tout, mais ça peut être toutes les épreuves de la vie que nous aurons tous à accueillir, puisque personne n'est exempt. C'est juste qu'après une lésion cérébrale, c'est encore plus difficile d'avoir la résilience de s'adapter à la quantité, de difficultés qui viennent. Et en fait, dans cette thérapie, on va apprendre aux patients que ce qui fait notre stabilité, c'est pas une absence d'émotions, c'est pas une absence d'émotions désagréables, puisqu'après un AVC, un TC, vous allez avoir beaucoup d'émotions désagréables, mais c'est la capacité à suivre ses valeurs et objectifs de façon flexible, même quand il y a une émotion désagréable. C'est finalement ne pas être dirigé par nos émotions et que plutôt que d'être enraciné comme un arbre, la vie, c'est plutôt comme le fait de faire du kitesurf sur quelque chose d'instable et sur l'instabilité des vagues émotionnelles et des fois avec un beau soleil et puis des fois dans notre vie, dans des moments de grande tempête, on n'arrive pas tout à fait à savoir vers où on va aller et mieux connaître les vagues et le vent va nous permettre de davantage adapter notre comportement. Avec les patients, du service MOATC, nous avons donc monté ce projet de manière participative. C'est-à-dire que les patients c'est des patients qui ont eu des lésions cérébrales depuis souvent un bon bout de temps, qu'on suit pendant 2 à 7 ans, pour les aider à construire un projet de vie professionnel, familial, de loisirs, quelque chose qui donne du sens à leur vie, même si leur vie ne peut pas reprendre comme avant la lésion cérébrale. Avec les patients, on a identifié pas mal de choses qui font pour laquelle les émotions sont tellement compliquées après lésion cérébrale. Avant, on pensait que c'était juste parce que le cerveau avait pris un jeton. Mais en fait, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué, notamment les interactions avec les autres deviennent compliquées. Comme on est plus fatigué, eh ben nous tous, quand on est plus fatigué, on a plus de mal à gérer nos émotions. Alors quand votre cerveau est fatigué en permanence, c'est en permanence source de difficultés de régulation émotionnelle. Et surtout, les patients nous ont appris à quel point la dysrégulation émotionnelle est aussi en lien avec le fait d'avoir un handicap invisible. Parce qu'autour, les gens ne s'adaptent pas. Ils vont exiger que les personnes travaillent comme avant, parlent aussi vite qu'avant, organisent leur vie de famille aussi bien qu'avant, et souvent ce n'est plus possible. Et l'aspect environnemental va jouer un grand rôle dans la dysrégulation émotionnelle. Ce qui fait que l'idée, c'est de passer d'un rapport aux émotions qui sont floues, on se dit juste qu'on est stressé, déprimé, pas bien, et que les émotions nous menacent, et d'apprendre finalement à identifier des émotions précises et se rappeler que les émotions sont là pour une raison. Elles transportent pour nous un message, elles nous préparent à agir, elles nous connectent aux autres et qu'elles sont vraiment toutes bonnes en soi. Par contre, c'est ce qu'on va faire de l'émotion qui peut être très problématique et c'est ça qu'on va apprendre avec les patients. Je ne vais pas vous détailler ça, mais juste pour vous dire que devant des pensées pénibles, il y a plein d'approches psychothérapeutiques possibles. Souvent, les gens connaissent plutôt celle de gauche, c'est-à-dire que si quelqu'un a dans sa tête la pensée «je suis nul, j'ai raté ma vie, je n'arrive rien à construire», on va avoir tendance à croire cette pensée et analyser pourquoi je suis nul, pourquoi je me dévalorise. Alors que les thérapies qui ont le plus haut niveau de preuve, c'est plutôt celles qui vont moduler notre rapport à cette pensée. C'est-à-dire se dire, OK, le cerveau me produit plein de pensées, certaines sont aidantes, d'autres ne sont pas aidantes, toutes ont besoin d'être accueillies, mais toutes n'ont pas besoin d'être suivies. Et du coup, la thérapie Grémo, ça va être plutôt de regarder que veut me dire cette pensée ou cette émotion, parfois de manière exagérée, et essayer de regarder finalement si ça m'aide. Je ne vais pas avoir le temps de vous détailler ça, mais juste pour vous dire que on a un gros problème en psychothérapie, pas seulement dans la lésion cérébrale acquise, mais dans toutes les psychothérapies, à savoir que, en fait, autant pour un médicament, lorsqu'on vous prescrit un médicament, il y a eu plein de validations pour dire que le médicament n'était pas dangereux, qu'il marchait, dans quel cas de figure il marchait. Autant sur les psychothérapies, c'est extrêmement flou. N'importe qui peut inventer une psychothérapie et demain commencer à vous traiter avec cette psychothérapie-là. Et ce dont on a besoin, c'est d'avoir des psychothérapies qui sont fondées sur les preuves, c'est-à-dire qui évaluent objectivement les effets. C'est comme ça qu'est née notre collaboration avec la linguistique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas proposer à nos patients des thérapies juste basées sur un témoignage ou juste le fait que les gens trouvent que ça colle avec les données de la neuroscience ou alors il y a eu beaucoup d'enthousiasme ou de marketing autour d'une psychothérapie, mais vraiment être dans de la même logique qu'avec un traitement, que demain, si vous avez un cancer, est-ce que vous voudriez avoir la chimiothérapie que quelqu'un recommande sur son blog ou celle où la boîte pharmaceutique a investi le plus de com ou de pub? Ou est-ce que vous voudriez avoir la chimiothérapie qui a démontré qu'on a 60%
de plus de survie et dont on connaît les effets secondaires, donc ça veut dire qu'on peut se projeter. Donc vraiment, c'est cette idée-là, c'est de dire qu'on a vraiment besoin de fonder sur les preuves nos psychothérapies. Ça ne veut pas dire que ça va enlever la créativité du thérapeute, mais disons qu'on devrait être capable d'aller voir un psychothérapeute et dire, étant donné ce que j'ai comme souci, quelle est la thérapie que vous pouvez me proposer pour avancer dans ce souci-là, et pas juste avoir de la psychothérapie dite de soutien, on va juste parler de ces difficultés de manière aspécifique. Et du coup, thérapie qui a un très fort niveau de preuve, dont on va parler aujourd'hui, c'est la thérapie comportementale dialectique, qui fait partie de ce groupe de thérapie cognitivo-comportementale de 3e vague, qui vont vraiment travailler sur le rapport qu'on a à nos pensées, à nos émotions et à réguler du coup les comportements. C'est une thérapie qui a été conçue par Marshall Linehan et qui cible avant tout la dysrégulation émotionnelle. Contrairement à d'autres thérapies, on trouve que globalement les gens sont satisfaits. C'est une thérapie qui a vraiment montré son efficacité, à savoir que les gens qui sont très désinsérés vont moins quitter la thérapie. Il y aura moins de suicides, il y aura moins de difficultés il y aura moins d'hospitalisation. Et maintenant, c'est une thérapie qui, dans beaucoup, beaucoup d'indications, a montré être vraiment efficace. Donc, ça veut dire qu'on a des centaines d'essais randomisés contrôlés de centaines de patients qui montrent que ça marche. Donc, on a une thérapie qui marche sur les troubles de l'humeur, type dépression, anxiété, mais aussi les syndromes de stress post-traumatique. Et du coup, on voulait savoir si ça marche sur la lésion cérébrale. Parce que dans la lésion cérébrale, il y a plein de difficultés différentes, dont cette difficulté de réguler les émotions. Je ne vais pas vous détailler tout le protocole de cette étude, mais pour vous dire que c'est une étude où on travaille avec beaucoup de facultés différentes. Aujourd'hui, je vais vous parler que de la partie à droite avec la linguistique. Mais on travaille aussi avec les facultés de psychologie, mais aussi de philosophie, théologie et sociologie pour essayer de mieux comprendre comment le fait de réguler les émotions permet de construire un projet de vie après lésion cérébrale, comment il permet de plus de libre arbitre, plus de choix de ce qu'on souhaiterait. Mais aujourd'hui, on va juste parler de l'aspect linguistique. Et au final, ce projet qui regroupe une cinquantaine de chercheurs, de doctorants et d'étudiants de différentes filières, le but, c'est vraiment pour nous, cliniquement, de comprendre qu'est-ce qui permettrait de mieux aider nos patients à construire un projet de vie et proposer des interventions qui permettent aux gens finalement de choisir la vie qu'ils souhaitent. C'est-à-dire pas leur imposer qu'il faudrait qu'ils bossent ou qu'il faudrait ceci ou cela, mais vraiment comment construire un projet de vie où les émotions soient un tremplin et pas un frein pour avoir une vie au service de ses valeurs, comme disait Hélène. Donc, en termes de protocole, je vais juste vous montrer un tout petit bout du protocole, à savoir que les patients vont suivre cette thérapie comportementale dialectique qu'on appelle GREMO, comme groupe de régulation émotionnelle, entre le T1 et le T2. C'est une thérapie qui va durer 5 mois de manière intensive, 3 fois par semaine. Une séance de groupe, une séance individuelle et une séance où les personnes travaillent toutes seules à partir d'enregistrements YouTube et d'exercices qu'ils ont fait à faire à la maison. Donc, on n'est pas du tout sur ce qu'on pourrait penser être ce que beaucoup de gens ont comme habitude, à savoir qu'on va voir un psychologue et on parle de sa vie. Non, là, vraiment, on apprend des compétences pour réguler les émotions. Et en fait, les patients vont être enregistrés pendant qu'ils nous parlent des événements des derniers 5 mois à 3 temps. Donc, vous voyez, 2 fois avant de commencer le GREMO, à T0 et T1, puis après le GREMO. Ils auront aussi d'autres critères de jugement, des questionnaires que je ne vais pas trop vous détailler là. Mais globalement, on va leur demander de commenter des images où il y a des scènes chargées émotionnellement. On va leur demander de nous rappeler, de nous raconter des situations où ils ont vécu un échec, où ils ont vécu quelque chose de difficile, ou au contraire quelque chose qui leur a donné du sens ou de la joie. Et puis, on va leur demander différentes questions sur la manière dont ils se sentent libres ou pas de leur comportement. Et parmi les différents critères de jugement, une grande partie va être justement traitée par nos collègues de linguistique. Et du coup, je redonne la parole à Hélène. Okay. Donc là, c'est la partie qui va être un peu plus théorique. Tout d'abord, tout le monde sait à peu près, si je dis une émotion, on pourrait dire donnez-moi des émotions. Il y a de fortes chances que vous nommiez des émotions dites basiques, c'est-à-dire la colère, la peur, etc. Et après, on peut se poser des questions. Est-ce que l'amour
est une émotion. Et vous allez voir qu'il y a tout un écosystème, donc pour ceux qui étudient la langue, donc les linguistes, de savoir est-ce qu'il y aura une différence entre un sentiment, une émotion, une attitude, affect, quel est le terme qu'on pourrait utiliser. Est-ce important? Est-ce important si on veut collaborer, si on doit se comprendre aussi entre chercheurs des disciplines différentes? Donc là, je veux vous dire tout simplement, voilà, que alors que tout le monde pense savoir ce qu'est une émotion, ça fait partie quand même de ce qu'on appelle d'une expérience ineffable, c'est-à-dire qu'on a du mal, hein, et c'est culturellement marqué aussi. C'est pas toutes les cultures n'ont pas la même manière d'exprimer les émotions, et en général, on n'aura pas les mêmes mots non plus pour les dénommer, et donc il y aurait beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des émotions universelles? Est-ce qu'on pourrait se comprendre entre des cultures différentes? Et évidemment, ça dépend de votre background. Est-ce que vous avez appris à taire les émotions? Si on vous a appris serre les dents, hein, ou ne pleure pas, ou voilà, si vous êtes un garçon, une fille, etc. Donc il y a beaucoup de choses en tout cas qui vont toucher la définition même de l'émotion. Donc malgré presque, je dirais plus de 2 siècles de recherche, même plus, hein, depuis Aristote, parce que ça, on va trouver les origines chez Aristote, il y a toujours pas une définition exacte. Donc, il y a pas de consensus sur, ce qu'on pourrait appeler une émotion, et justement parce que c'est un phénomène qui n'est pas directement, observable. Je trouve que l'origine ou l'étymologie, en tout cas, elle est assez parlante, puisque dans émotion, vous avez dedans motio, qui signifie simplement mouvement, et c'est ce sens-là qui va être aussi le plus utilisé par les psychologues. Donc, en gros, c'est une émotion, c'est quelque chose qui va vous faire bouger, qui va conduire à des gestes qui peuvent être incontrôlables, qui va conduire aussi à à, à des expressions sur le visage, tout ce qu'on va appeler le langage corporel. Et dans les dictionnaires, on va alors définir l'émotion comme une conduite réactive. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on a commencé par la relation interpersonnelle, réflexe, donc ça c'est un peu plus compliqué, est-ce que c'est vraiment un réflexe qui du cerveau ou du corps est le premier, on va voir, il y a tout un débat, et qui est vécu, si vous voulez, simultanément et de manière plus ou moins violente dans le corps, et qui va être, on disait avec Agatha, avant on disait on va se concentrer sur des émotions dites positives ou négatives, mais actuellement en psychologie on va plutôt parler d'émotions agréables ou désagréables pour ne pas avoir une connotation mauvaise. Pour résumer, on pourrait dire que l'émotion est un phénomène qui aura un caractère physique, un caractère cognitif. Et là est la difficulté après aussi pour les psychothérapies. Donc, en tant que projet interdisciplinaire, cela suppose que c'était pas chacun de son côté qui faisait le travail, mais que les linguistes devaient comprendre à la fois les thérapies et comment l'émotion est définie ou est vue en psychologie. Et pareil, les médecins et les psychologues, ils nous écoutaient expliquer ce qu'on faisait en linguistique, puisque l'idée c'était de pouvoir se comprendre. Là, je vais faire vraiment un aperçu, mais très rapide, juste pour voir que ce qu'ils disent maintenant les psychologues ou même le médecin, parce qu'on va dire, est-ce qu'avec l'IRM, on arrive à voir vraiment, est-ce qu'il y a des zones du cerveau qui s'activent ou pas? Vous allez voir que le sujet n'a pas été traité de la même manière. Et je pars pas d'Aristote avec le logos, ethos, pathos, puisque l'émotion faisait partie aussi de de ses préoccupations. Mais on va partir directement au 19e siècle, où vous aurez évidemment, dans le cadre de la théorie évolutionniste de Darwin, l'émotion est vue comme une conduite adaptative, c'est-à-dire que l'émotion est là pour nous protéger et pour favoriser la survie. Vous avez l'exemple le plus typique, c'est que normalement la peur, ça serait une réponse, ça va nous faire fuir face à un danger, du coup ça va nous protéger, ou on peut décider de se battre si on est en colère. En gros, l'idée, c'était de dire que voilà, toutes nos réactions physiologiques, etc., sont liées avec les émotions, et ça peut aider à survivre. Les choses ont évolué.
Et vous avez tout après une idée qui arrive avec des théories qui vont dire que l'émotion, finalement, elle est que périphérique. C'est-à-dire que ce qui va être le plus important, ça va être le changement physiologique. C'est-à-dire que avant tout, ça va être le changement corporel et l'émotion ne va être que secondaire. Là, vous avez peut-être que vous connaissez l'histoire, l'exemple de l'ours de James, où James, il explique, il dit que si vous êtes dans la forêt, que vous rencontrez un ours, est-ce que finalement euh, nous fuyons parce que nous avons peur ou nous avons peur parce que nous fuyons? Voyez, donc l'idée c'était, il dit, bah, s'il n'y avait pas l'ours, il n'y aurait pas la transpiration, il n'y aurait pas l'accélération du cœur, et qu'en gros, c'est pour dire que finalement, c'est le corps qui déclenche, si vous voulez, l'émotion, et qu'après, il y aurait notre cerveau, ou ce qu'on va appeler maintenant l'aspect cognitif, ou notre conscience, qui va dire, ah, si mon corps il fait comme ça, bah, je dois avoir peur. Donc voilà, c'est plein de choses après qu'on va voir dans la thérapie Grémo aussi. Plus on avance dans le XXe siècle, on commence à dire, ben non, finalement, peut-être qu'il y aurait un centre spécifique, que l'émotion n'est pas périphérique, mais qu'il est central. Donc là, on se dirige vers plutôt une conception cognitive que c'est la modification, si vous voulez, physiologique seule. Si vous ne pouvez pas interpréter le contexte, ne suffit pas. En tout cas, c'était pas des explications satisfaisantes. Et là, après, donc, vous avez, voyez, les 2 extrêmes. On se dirige, bon, comme c'est souvent le cas, mais vous allez me dire pourquoi on va pas plus vite, mais parce qu'il faut d'abord des preuves, et cetera. Ils font des expériences, et vous avez eu des expériences qu'on ne peut plus faire, maintenant pour des raisons éthiques, ou, pour voir si finalement l'émotion était périphérique ou, centrale, vous avez des chercheurs qui ont injecté de l'épinéphrine, de l'adrénaline à, à quelques personnes. Et bon, l'adrénaline accélère le, le rythme cardiaque, hein, et augmente la respiration. Et là, ils ont fait 2 groupes. Un groupe a été averti. Ils ont dit, bah, avec cette injection, votre cœur va s'accélérer, vous aurez une transpiration. Et les autres participants n'étaient pas avertis. Et puis, ils ont fait l'expérience et ils ont constaté que le groupe qui n'était pas mis au courant des effets de l'injection, ils ont présenté un niveau d'activation émotionnelle beaucoup plus élevé. Et ça a été mesuré par des questionnaires par rapport au groupe qui n'a pas été prévenu. Donc là, vous voyez, ça répond en fait à la question de l'ours qui dit que, ok, certes, il y avait une manifestation physiologique, mais finalement, si la personne était prévenue des effets, il n'a pas réagi de la même manière que les autres. Et donc, on se dirige finalement vers une conception de l'émotion plutôt multifactorielle. Donc, il n'y aurait pas que le corps ou que la cognition. Et vous avez dans les années 60 l'ascension du cognitivisme qui, c'est ce que disait Agatha au départ, il n'est plus question de savoir qui du corps ou de l'esprit a la primeur sur l'émotion, mais qu'il faudrait quand même voir comment nos pensées, nos croyances vont influencer finalement la manière dont on va gérer les émotions, ce qui va nous amener à la régulation émotionnelle. Euh, Là, la question qui s'est posée, c'est que, OK, c'est bien, mais on sait que ça peut être, je vous ai dit, une expérience personnelle. Et donc, plusieurs facteurs peuvent influencer notre manière de ressentir et d'exprimer les émotions. Et on sait que finalement, tout le monde n'interprète pas de la même manière en fonction de son background. Chaque situation n'est pas interprétée. Il y en a qui paniquent, par exemple, face à une situation difficile, d'autres qui restent stoïques. Donc, il n'y a pas un modèle unique qui dit, bah, face à telle situation, vous allez ressentir ça comme émotion. Et en avançant, finalement, dans les années 90, là, c'est le modèle plus ou moins qui est le plus accepté, c'est de dire qu'il y a plusieurs modules, si vous voulez, dans la description de l'émotion et que on évalue à la fois avec
notre conscience et notre cerveau, c'est-à-dire toute manifestation émotionnelle. Notre cerveau évalue tous les stimuli de notre environnement. Il y a une réaction physiologique qui va jouer un rôle et qui va modifier notre corps. Ça, c'est très important parce que, comme Agatha vous dira peut-être, on vous a dit au départ qu'on apprend aux patients de réguler les émotions et on donne différentes compétences. Et ces compétences vont aussi agir à la fois sur comment réguler au niveau du corps, la respiration, comme le petit exercice aussi qu'on a fait au début, mais aussi comment évaluer et interpréter les émotions ressenties. Il y aura évidemment l'aspect moteur, mais les émotions ne sont pas étrangères à ce que James il disait avec l'ours. Donc, quelle émotion va euh, conduire à une tendance à une action. Comme on disait avant, si vous êtes en colère, vous pouvez avoir envie de taper quelqu'un même si vous réfrénez. Donc, ça va nous pousser à agir. Et évidemment, il faut regarder la conscience globale du sujet face à ses ressentis et comment il peut mettre des mots pour l'expliquer. Je ne vais pas vous donner, vous imaginez bien quand je vous ai dit qu'il n'y a pas de consensus ou de définition, il y a beaucoup de modèles qui disent il y a tant et tant d'émotions. Le modèle le plus connu est celui que on va utiliser aussi dans le cadre de la thérapie comportementale dialectique. C'est celui que peut-être vous avez vu le film en français, c'était Vice Versa, c'est Inside Out en anglais. Et vous avez ici les 5 émotions qu'on appelle basiques, primaires ou universelles. Ben, il y a pas, a priori, il y en a 6 avec la surprise. Bon, la surprise n'a pas pu être, on peut pas animer la surprise encore dans les studios. Et vous avez alors des émotions qu'on va dire qui sont universelles, il y a eu des expériences, etc. Et on va ajouter à ces émotions des émotions plus complexes, c'est-à-dire de la combinaison, comme dans le volet 2 de ces films, vous avez aussi l'angoisse ou la nuit qui apparaissent. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on doit retenir de la partie psychologique? L'émotion est un concept qui est quand même difficile à définir de manière exacte. C'est un phénomène à la fois cognitif, interprétatif, donc il y a le côté subjectif et physiologique. Une émotion a une durée généralement courte, qui va le distinguer des sentiments, par exemple, et une intensité élevée. Et c'est cette partie-là qui est importante, puisque pour apprendre à réguler, il faudrait pouvoir contrôler l'intensité et voir à quel moment il faut réagir ou pas. Toutes ces études que j'ai passées vraiment à une vitesse phénoménale, c'était tout simplement pour vous montrer que grâce aux résultats et aux connaissances, on a pu mettre en place des thérapies de régulation émotionnelle qui sont adaptées aux problématiques des patients et le choix a été porté sur une thérapie qui a eu des hautes preuves en psychologie. Maintenant, une fois que les linguistes ont appris tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Parce que on a eu beaucoup de débats. Margot vous a dit qu'on a commencé en 2022 parce qu'il fallait d'abord se comprendre. Hein. Pour nous, on disait ben non, ça c'est pas une émotion, ça c'est un sentiment. Pourquoi vous apprenez ça aux patients, etc., etc. Et finalement, je ne sais pas si vous savez ce qui fait un linguiste. Un linguiste n'étudie pas les langues, étudie le fonctionnement du langage. Et donc là, je vous ai mis à peu près si vous voyez, souvent la linguistique va être combinée avec d'autres disciplines, d'où neurolinguistique, psycholinguistique, mais vous aurez aussi des études qui vont concerner plutôt ce que le grand public connaît plus ou moins, c'est-à-dire l'histoire de la langue, d'accord, l'étymologie, mais ça c'est une petite partie, si vous voulez, de nos recherches. Il y aura l'analyse du discours, l'analyse par exemple de la rhétorique, n'importe quel type de discours. En tout cas, les linguistes, si vous leur donnez des discours, hein, avec leurs différentes spécialités, sont censés pouvoir les analyser, non pas de manière intuitive, il faut savoir, parce qu'on peut dire tous, bah, c'est notre langue, je sais que c'est plus ou moins ça, mais parfois on peut penser que c'est ça et ne pas voir derrière plusieurs choses quand vous écoutez les nouvelles à la télé, des implicites, la manipulation, etc., etc. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Je vous donne quelques exemples. On a dit, bon,
On va pas commencer à se prendre la tête avec les psychologues. On va prendre leur classification et on va essayer de voir si, puisque l'objectif c'était d'étudier le discours des patients. Donc les patients, ils apprenaient dans la thérapie une liste d'émotions. Donc, c'était pas la peine de compliquer les choses. Et on s'est mis d'accord, plus ou moins, si vous voulez, à ce type de dichotomie pour dire que vous voyez que plus ou moins un sentiment va être plus raisonné, plus lent, l'émotion va être plus une réaction rapide. Mais je vous dis tout de suite que dans la langue, je veux dire dans les textes, c'est pas toujours le cas, hein. Je veux dire, vous pouvez pas me dire que un sentiment peut aussi être vu en fait. C'est dans la langue, on n'aura pas toujours cette dichotomie stricte. Mais ça, c'était juste pour que les patients puissent savoir détecter directement quelque chose qui surgirait, si vous voulez, et qui n'arriverait pas à interpréter. Les linguistes, ils font des choses un peu plus moins drôles, où on va, pour analyser la langue, faire des petits tests linguistiques. Par exemple, si je vous dis, bah, OK, on a un écosystème, sentiment, attitude. Est-ce que c'est la même chose, une attitude, un sentiment? Est-ce que dans notre discours, on utilise de la même manière? Si je vous dis, par exemple, le désir de Max, le désir de bien faire, vous avez 2 fois le mot désir. Est-ce que dans les 2 expressions, dans les 2 groupes, est-ce que le désir renvoie à un sentiment? Intuitivement, je pense vous sentez peut-être une différence entre, c'est hors contexte évidemment, donc tout ce que je vous fais, c'est pas dans le discours contextuel, mais pour être sûr, les linguistes, ils vont faire des petits tests. Je vous ai mis un exemple, comme l'exemple, pour pouvoir savoir si le désir de Max, c'est le même désir que le désir de bien faire. On peut faire de reprises, comme vous voyez, anaphoriques. Par exemple, un groupe du type le désir de Max peut être repris. On peut continuer par quelque chose comme son désir. Alors que si vous dites le désir de bien faire, dans la langue, vous ne pourrez pas continuer une phrase par son désir. Ça, c'est juste pour vous dire que les linguistes, ils vont faire des analyses très pointues. Ça, c'est un petit exemple pour voir est-ce qu'il y a des traits sémantiques qui sont différents, d'accord, pour un mot comme désir. Et qu'est-ce qui me permettrait, ça c'est un test, évidemment il faut un faisceau, mais je passe maintenant à, à, à l'utilité finalement, puisque si je vous dis que l'émotion relève de l'ineffable, c'est que il y a une partie, ça c'est qui, que vous pouvez éprouver quelque chose, mais ce qu'on éprouve n'est pas forcément verbalisé, d'accord? Ou il ne devient pas un signe. Donc, ça, c'est la base de la thérapie, puisque ces patients-là n'arrivent plus, c'est pas qu'ils éprouvent pas, mais ils n'arrivent plus à reconnaître, si vous voulez, ou identifier, et pire, à nommer l'émotion. Et donc, tout le travail de psychologue, c'est de pouvoir leur réapprendre à mettre des mots sur les émotions pour pouvoir les réguler. Parce que si on n'a pas mis de mots sur les émotions, c'est difficile de passer aux étapes suivantes. Donc ça, c'est un schéma que j'ai mis avec que ma doctorante a fait pour pouvoir expliquer, pour dire, OK, vous avez les enregistrements des patients et vous allez analyser le discours. Agatha, elle vous a dit au début qu'on a certaines émotions qui sont dites floues. Si quelqu'un vous dit tout le temps ça va, voyez? Je dis comment ça va? En France, en plus, c'est assez culturel. Il y a de fortes chances que vous disiez tout le temps ça va, même si ça va pas. C'est rare que quelqu'un vous réponde dans la rue, ah, ça va pas. Hein. Alors, c'est ce qu'on appelle des émotions un peu floues. Ça veut rien dire ça va ou ça va, un peu comme ça. Bon, parenthèse, si vous êtes en Belgique, quand quelqu'un vous dira ça va, c'est vraiment que ça va, parce qu'eux, ils le prennent plus, c'est moins fatigue, mais bon, vous voyez, c'est aussi culturel l'analyse. Donc, dans les discours des patients, nous, ce qu'on cherchait à savoir, c'est pas seulement quand ils vont les dire explicitement. Si un patient vous dit je suis en colère parce que X, c'est super et c'est là qu'on veut les amener. Mais la plupart du temps, dans leurs discours, dans les 3 enregistrements que vous avez vus avant et après la thérapie, on a aussi beaucoup d'autres éléments qui nous aident à voir est-ce qu'il y a une émotion derrière de manière cachée, si vous voulez. Par exemple,
admettons qu'un patient parlait pendant 10 minutes d'un conflit avec sa mère, mais sans dire à aucun moment j'étais en colère mais il décrivait le conflit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont des situations culturellement, si vous voulez, on peut deviner plus ou moins quel type d'émotion serait derrière un conflit. Ou si on parle d'une fête, vous voyez, ça va être plutôt quelque chose de plus joyeux. Évidemment, si dans la fête, il y a eu un autre événement, mais bon, ça, c'était pour savoir qu'est-ce qui pourrait déclencher une émotion. D'accord? Donc, il y avait une tendance des patients de ne pas nommer leurs émotions, mais de parler de ce qui a déclenché l'émotion. Et vous avez tout un autre volet maintenant qu'on peut appeler une émotion manifestée. Ils vont pas dire je suis triste, mais ils peuvent dire j'ai pleuré. Pleurer, c'est une manifestation d'une émotion et n'a pas, si vous voulez, le même degré de c'est pas une question d'importance, mais c'est autre chose de dire clairement je suis fâché contre toi et de dire bon, je parle pas, je serre les dents. Vous voyez, vous dites pas, vous n'assumez pas complètement, en tout cas, l'identification de l'émotion. Donc, tous les défis, pour nous, c'était de pouvoir identifier, non pas si les patients ne cherchent pas à savoir s'ils sont plus heureux ou pas, non pas s'ils ont plus d'émotions agréables ou pas, mais est-ce qu'ils arrivent à les nommer et les identifier maintenant? Est-ce que la thérapie les a aidés à le faire? Donc, ça, c'était le cycle des émotions. Et Agatha, elle va vous expliquer pourquoi, en fait, vous avez fait appel à nous. Juste vous donner un exemple, en fait, ici, c'est un papier de Marie Cuplin, donc doctorante, chez nous. Et en fait, on a différentes manières de regarder si cette thérapie, du coup, qui marche dans plein d'autres indications, est-ce qu'elle marche dans la lésion cérébrale acquise? Et notamment, on regarde si sur un questionnaire, auto-questionnaire que font les patients, ils arrivent à mieux réguler leurs émotions. C'est un questionnaire où plus vos scores sont hauts, plus vous êtes dysrégulé, donc plus vous avez de difficultés à réguler. Et lorsqu'on sépare, le groupe de nos patients entre ceux qui ont été répondeurs à la thérapie ou pas répondeurs à la thérapie, bah, vous voyez que ceux qui sont, pas répondeurs en rose, leur score ne change pas, alors que ceux qui sont en bloc bleu, s'ils sont répondeurs à la thérapie, bah, leur score de dysrégulation émotionnelle diminue. Donc en règle générale, on a des questionnaires qui nous permettent de suivre ça. Le seul problème, c'est que l'un des pans de la dysrégulation émotionnelle, c'est déjà la conscience de ces difficultés de régulation émotionnelle. Et on a certains patients, comme cette patiente-là, où finalement, entre le T0 et le T1, donc je vous rappelle, c'est avant la thérapie, c'est juste pour voir la stabilité. En fait, elle augmente son score de dysrégulation émotionnelle, pas parce que sa lésion cérébrale s'aggrave, mais parce qu'en fait, elle est préparée à cette thérapie et du coup, elle prend conscience de à quel point sa vie est dirigée par ses émotions et à quel point c'est compliqué. Donc en fait, quand les patients prennent conscience de leurs difficultés, artificiellement, en fait, leur score augmente et finalement, les patients les plus graves en dysrégulation émotionnelle, c'est ceux qui pensent qu'il y a aucun problème. Et je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, mais la lésion cérébrale peut aussi donner un phénomène qui s'appelle l'anosognosie. Les gens se rendent pas compte qu'il y a un souci. Et du coup, sur tous les questionnaires, ils disent que ça va très bien. C'est ma femme qui est juste insupportable. Moi, je vais bien. Et donc du coup, ce qu'on souhaitait, c'était que pour des patients comme cette patiente-là qui a exactement le même score avant et après thérapie, donc à T1 et à T2, bah, de regarder est-ce qu'on n'aurait pas des marqueurs dans son langage qui permettraient quand même de détecter qu'elle s'est améliorée, puisque son score CGI, donc c'est le fait d'être répondeur ou pas à la thérapie, pour toute l'équipe multidisciplinaire qui la suivait, pour nous, c'était vraiment une patiente qui avait répondu à la thérapie. Mais ça ne se voyait pas sur les critères de jugement habituels. D'où l'appel aux linguistes. Et en 2 minutes, parce que voilà, on a cherché à savoir si finalement on observe après la thérapie dans leur discours, est-ce que ça se reflète, si l'amélioration sentie par le médecin, mais qu'on ne voit pas dans les questionnaires, est-ce qu'on arrive, nous, à l'analyser avec les discours? Donc, on a fait aussi des publications. Et nous, en linguistique, bon, on va travailler avec la langue. Donc, je ne vais pas vous faire le truc, mais on peut prendre pour chaque patient de voir quels sont les mots les plus fréquents utilisés. Vous voyez, c'est rien, même sans lire tout leur discours. Vous pouvez voir des formes qui vont être surreprésentées, non pas seulement d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue
Ça, on a toujours un corpus des références, vous savez, qui dit, bah, dans la langue, les gens, ils vont dire, par exemple, ce mot, je sais pas, tant et tant de fois. Alors, on a une plateforme, un logiciel qui dit, ah, c'est bizarre, là, il y a plus que d'habitude de ces mots. Si on analyse des choses de ce type, on peut voir après dans leur discours de chacun individuellement, à chaque fois qu'il va parler d'une émotion, quels sont les mots qui vont être le plus attirés? C'est-à-dire que chaque fois qu'il va parler d'émotion, est-ce qu'il va associer l'émotion à des valeurs, à des pensées? Vous voyez, quand le cercle est plus grand, ça veut dire que ça paraît plus souvent. Et vous avez le mot décision. Donc, chaque fois, vous voyez ce qu'elle disait Agatha, les émotions vont être en lien aussi avec leur manière de prendre des décisions. Et on peut faire des analyses et voir, par exemple, on a enregistré 39 patients en 3 temps. Vous imaginez, on a beaucoup hein, des données. Et on peut voir, en faisant ça pour chaque patient, quels sont les points communs. On voit que ce qui revient souvent, ce sont des ruminations ou un dialogue intérieur. C'est-à-dire, dans leur discours, ils disent, bah, dans ma tête, je m'ai dit, dans le moment où j'étais vraiment en mode, ouais, là, c'est bon, là, je vais y aller, je vais tout défoncer. Donc, vous voyez, ça, c'est des discours intérieurs, c'est-à-dire qu'ils font tous un discours comme ça. Ils vont beaucoup axer sur l'environnement. Dans leurs discours, souvent, on voit ce qui vient, c'est ça le handicap invisible, c'est leur environnement proche. Ils vont lier les émotions avec des jugements et beaucoup des choses avec la temporalité, ce que je vous ai montré avant avec l'émotion. Hein, qui est vu comme quelque chose qui arrive, qui est lié à l'impulsivité, si vous voulez. On peut aussi voir s'il y a des profils différents. Par exemple, on peut comparer et dire qu'il y a un patient qui aura un profil plutôt affectif. C'est des patients qui vont dire plutôt je suis perdu. D'autres qui vont avoir un profil plutôt avec un lexique de la réflexion, du raisonnement. D'autres qui auront un registre plus familier, plus fluide, mais avec beaucoup plus de marques d'indécision. D'autres qui auront une tendance à faire beaucoup d'hésitations, beaucoup de corrections. Donc ça, c'est, si vous voulez, une petite image où je peux dire à telle personne, par exemple, je vous ai dit, si vous êtes des locutaires naïfs, vous pouvez dire, ah ben non, on voit qu'elle a bien progressé, et pourtant, je peux avoir des phrases de ce type, comme j'ai mis là avec le petit marqueur enfin, ou vous pouvez dire, oui, enfin, au jour le jour, j'arriverai. Après, il dit, enfin, je pense que j'arriverai. Donc là, ça change tout. Donc, si on s'arrête à j'arriverai pour l'analyse, on va dire, ah oui, c'est déterminé, elle a pris conscience, elle arrivera. Et elle va utiliser après des petites marques pour corriger, si vous voulez, pour arriver en arrière, pour dire, et pour ce qu'on appelle atténuer ou modaliser. Il a dit, bah, enfin, je pense que j'arriverai. On va voir, il va dire, j'ai jamais su prendre les bonnes décisions. Et après, il dit, j'ai jamais pu prendre les bonnes décisions. Donc, c'est pas la même chose entre le pouvoir et le pouvoir. Et bon, je veux pas vous le faire. Je vous donne juste chaque fois, on a fait beaucoup d'analyses. Hein. On peut également, avec d'autres outils, calculer le nombre de phrases où il y avait de l'émotion dedans. Si ça augmentait entre émotions agréables et désagréables, entre émotions avec grande intensité ou pas, et on peut faire un calcul quantitatif de quelle catégorie d'émotions parmi les émotions qu'ils ont apprises hein, apparaissent. Ça va vous parler peut-être plus. Quand on a dit l'IA, je vous dis tout de suite, hein, tout a été anonymisé. On a donné, ce sont des pseudo-noms, hein, c'est pas les vrais noms des patients. Vous avez vu qu'à chaque fois, nous, les linguistes, il faut le savoir, on a fait toute l'analyse en aveugle, c'est-à-dire on savait pas si on analysait les discours avant la thérapie ou après pour ne pas être biaisé dans nos analyses. Donc nous, on savait pas, hein, on analysait juste du discours. Et là, je vais vous dire juste ça, après je laisserai Agatha. Ce qui est intéressant avec le discours là d'Elia, on voit que pour la première fois, c'est après la thérapie, c'est la première fois où elle commence à exprimer des émotions de honte. Ça, il faut le savoir culturellement, c'est l'émotion qu'on exprime le moins. C'est très marqué culturellement d'admettre la honte. Et quand on a mis en regard les émotions de honte, on a vu qu'en même temps que la honte, il y avait la colère aussi qui augmentait. Agatha, elle vous dira aussi, quand on est en colère, la colère, c'est souvent une émotion qui cache une autre émotion.
Et on voyait dans son discours, avant, elle focalisait beaucoup, elle avait plus d'expression des colères. Et après la thérapie, elle a pris conscience, elle a changé de stratégie, si vous voulez. Elle a commencé plus à nommer les émotions en lien avec la honte, en disant qu'elle avait régulé, si vous voulez, la colère, et elle peut donc maintenant comprendre, ah, si je suis en colère, c'est parce que j'avais honte. Elle avait honte de, bon, je ne veux pas vous donner le contexte. Et enfin, dernière chose, en tant que linguiste, on analyse aussi, comme vous dites, ça peut être subjectif, mais on peut avoir des données, parce qu'on va, comme ils sont enregistrés, on peut analyser leur débit de parole, si vous voulez, ou la vitesse dont avec laquelle ils parlent, et on peut analyser ce qu'on appelle la fréquence de la voix, c'est-à-dire les vibrations des plis vocaux par seconde. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, je vous ai montré avant que ça peut être implicite, mais vous pouvez dire ça va, et si on analysait votre voix constamment, hein, on peut avoir des indices, disons, un peu plus objectifs, parce que la voix, on a dit que c'est aussi une manifestation corporelle, ne ment pas. Et là, on peut voir, par exemple, si quelqu'un a un débit de parole rapide, cela correspond dans la littérature à une activation émotionnelle. Si vous partez dans les aigus, vous voyez, ça peut correspondre plus à de la colère. Si c'est plus dans les graves, pour la fréquence, je vulgarise, ça peut être plus de la tristesse. Donc, vous pouvez dire « je suis heureux », et votre voix vous trahir et dire autre chose. Et pas juste par comment on a entendu, mais vraiment avec je veux pas, vous voyez, on a plein d'outils, si vous voulez, linguistiques, pour pouvoir comparer. Et donc là, vous voyez, c'est sur la même patiente, c'est-à-dire qu'on va pas prendre juste l'analyse lexicale comme je vous ai montré, mais on a plusieurs doctorants qui vont analyser différentes parties et on va mettre après un regard tous les résultats pour voir est-ce que l'analyse lexicale correspond, hein, partie par partie, à ce qu'on est en train de faire. Et donc, ce qui nous amène maintenant à la régulation des émotions. Pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de minutes, donc je vais vous donner quelques exemples et puis ensuite, pendant le temps de questions, peut-être pourra revenir sur l'une ou l'autre chose. Mais c'est vraiment vous faire du pratico-pratique. C'est quoi réguler les émotions? En fait, réguler les émotions, c'est déjà les identifier. En général, la plupart des gens peuvent juste dire qu'ils sont en gros stressés ou contents et ça s'arrête à peu près à là. Alors que les émotions, elles ont toute une fonction, qu'elles ont beaucoup aidé à survivre dans notre vie et encore plus quand on était des hommes de Cro-Magnon. Et notamment, bah, par exemple, on va prendre l'exemple de la honte et de la culpabilité que dans langue française, souvent on confond, alors qu'elles ont 2 fonctions très différentes. La honte, c'est l'émotion qui nous permettait de ne pas être exclus d'un groupe. Donc on ressent de la honte et heureusement qu'on la ressent parce que ça permet d'adapter notre comportement de manière à se conformer à un groupe auquel on veut appartenir. À l'époque des hommes de Cro-Magnon, si on était exclu d'un groupe, bah, on mourait dans la nature. Donc la honte, c'est ce qui nous permettait de nous cacher, d'avoir un langage corporel qui fait qu'on ne voyait pas trop et que si c'était nous qui avions fait rentrer le mammouth dans la caverne, on voyait pas trop que c'était notre faute. La culpabilité, à l'inverse, c'est une émotion qu'on éprouve vis-à-vis de soi-même quand on a enfreint nos propres règles et qui n'ont rien à voir avec les règles de groupe. Se sentir coupable, ça peut être une émotion extrêmement forte parce qu'en fait, elle ne se rapporte que à ce qui est le plus important que nous, pour nous et donc du coup, c'est quelque chose qui va plutôt engendrer, pas le fait de se cacher, mais le fait d'essayer de réparer et comme il y a énormément de choses qu'on fait qu'on ne peut pas réparer et ben, on va commencer à ruminer, à essayer de se faire des scénarios de ce qu'on aurait pu faire et ça peut partir dans des ruminations très, très, très stériles qui est finalement une manière de se punir. La culpabilité, c'est comme si on voulait un peu se punir et changer les choses. Donc en tout cas, en TCD, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais on va vraiment apprendre avec les patients, apprendre aux patients quelle est la fonction de chaque émotion et en quoi elle peut les aider ou pas les aider. Parfois, la honte peut être très utile, parfois la honte peut être source de blocage. Une honte, utile, c'est lorsque moi j'ai pris mon poste de maître de conférence et qu'à une première réunion, j'ai coupé la parole à notre chef et j'ai bien vu que ça ne passait pas vraiment et du coup, je me suis corrigée dans mon impulsivité parce que j'ai eu très honte et depuis, j'essaye de laisser parler les collègues sans leur couper la parole si je pense qu'ils ont tort. Par contre,
La honte peut être aussi très, très inefficace et notamment pour toutes les personnes qui ont eu des expériences de vie très traumatiques. Elles vont tendance à avoir intégré la honte dans tout leur comportement et avoir l'impression que peu importe ce qu'elles disent, peu importe ce qu'elles font, et ben, finalement, c'est pas bien et en permanence, être dans un évitement, en fait, d'interaction sociale et là, c'est une honte qui sera absolument pas utile parce que, elle ne permettra pas de faire ce qui est juste et ce qui est en rapport avec les valeurs, mais qui va juste dire de se cacher en permanence. Donc les émotions n'ont pas de elles sont pas bonnes ou mauvaises. Elles peuvent être agréables ou désagréables, mais ce qui compte, c'est finalement qu'est-ce qu'on en fait. Elles sont influencées par plein, plein de choses, je vais pas vous les détailler, mais il y a des tonnes de facteurs qui vont, influer sur notre, régulation émotionnelle. Par exemple, si on a faim, si on est fatigué, si on a mal dormi, ben, on va avoir des émotions qui sont beaucoup moins régulées, qui seront beaucoup plus fortes. On a des variations interpersonnelles de par nos facteurs génétiques, de par notre culture, de par nos expériences passées qui font que certaines émotions vont exploser très rapidement et pour d'autres, elles vont être plutôt dans la courbe bleue, c'est-à-dire s'activer un peu moins fort, redescendre plus rapidement. Et puis, il y a tout l'environnement qui va renforcer l'expression des émotions ou pas. Si dans une famille, quelqu'un se tait tout le temps et que le jour où il explose de colère, on l'écoute et à ce moment-là, il obtient ce qu'il veut, et ben, le cerveau va intégrer que exprimer sa colère de manière très forte, c'est une bonne chose pour se faire entendre. Donc il y a certains comportements qui seront, renforcés finalement par la réaction de l'entourage. Je ne vais pas plus vous les détailler, mais pour vous dire que dans la TCD, donc on va apprendre à identifier l'émotion, on va essayer aussi de lui allouer une cotation de à quel point elle est forte entre 0 et 100. Pour ça, on va faire des exercices de pleine conscience, comme ce qu'on a fait avec les parts de pizza, c'est-à-dire vraiment observer qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans ma respiration, dans mes pensées, dans mes urgences à agir. Et finalement, il y a juste 2 règles, les plus importantes et après vous verrez les compétences de régulation émotionnelle, il y en a des dizaines, donc je ne vais pas vous les détailler. Mais globalement, si on identifie qu'une émotion est supérieure à 70, notre cerveau ne marche plus. On n'a plus une bonne appréciation de ce qui se passe. On n'arrive pas à chercher de stratégie. En IRM, on voit que nos zones frontales, qui sont les zones qui sont le propre de l'homme, s'éteignent. On est dans des réactions automatiques. Donc en gros, essayer de résoudre un problème ou avoir une conversation constructive alors qu'on est à au-dessus de 70, c'est voué à l'échec. Donc la première chose qu'on apprend aux patients, c'est que si vous êtes au-dessus de 70, votre seule mission est de ne pas aggraver les choses, de sortir, de faire autre chose en attendant que l'émotion va diminuer. Et pour ça, il y a plein de stratégies qu'on leur apprend. Par exemple, pour toutes les émotions chaudes, Hélène vous a expliqué comment elles sont dans le corps. Bah, ce sera déjà de refroidir le corps. C'est une technique qui a vraiment fait la preuve de son efficacité que plein de gens ne connaissent pas. Si on est en colère, rien que le fait de se mettre du froid sur soi, ça va déjà diminuer l'émotion d'environ 10 à 20. Le fait de mettre les paumes vers le haut et de faire comme un sourire, ça va diminuer encore de 10 à 20. Donc il y a plein de techniques corporelles qui vont influencer le cerveau pour que l'émotion soit un peu plus basse et l'idée, c'est qu'une fois qu'elle est suffisamment basse, ben, on va pouvoir utiliser le cœur de la régulation émotionnelle, qui sont les compétences vertes, qui sont vraiment les compétences de régulation émotionnelle. Parfois, dans le langage courant, on dit les gens pensent qu'ils régulent les émotions parce qu'ils font de la relaxation ou alors parce qu'ils arrivent à calmer leur colère. Et souvent, derrière, en fait, c'est plutôt faire taire l'émotion. La régulation émotionnelle, c'est identifier l'émotion, c'est de regarder regarder le message qu'elle transporte et du coup décider ce qu'on veut en faire. Si on ne reste que sur des stratégies où finalement on évite les situations ce qui cause des émotions difficiles, ou alors on sort, on se relaxe, on fait du sport, on regarde un film pour se changer les idées. Tout ça, c'est les compétences rouges qui s'appellent tolérance à la détresse. C'est quelque chose, comme son nom l'indique, qui va nous éviter de la détresse sur le moment, mais sur le long terme, qui va être complètement inefficace puisqu'on n'aura pas entendu le message que dit l'émotion. Donc toutes ces techniques de distraction, eh ben, elles ne servent que pour les émotions au-dessus de 70. Dès que vous êtes en dessous de 70, le but, c'est de vérifier les faits, c'est de restructurer les cognitions, c'est de comprendre ce que l'émotion veut vous dire, c'est de l'appliquer, les compétences en jaune, avec d'autres personnes, et le tout en étant toujours dans de la pleine conscience, comme on a fait au début de la conférence. Et du coup, je pense que j'ai pas le temps de vous dire ça. Hélène me dit que j'ai le temps parce qu'elle elle elle dépasse souvent le temps. Je peux encore prendre 5 minutes? C'est juste pour vous donner un exemple typiquement de compétences vraiment de régulation émotionnelle. Donc, se mettre du froid sur le visage, aller courir, c'est pas de la régulation émotionnelle, c'est de la tolérance à la détresse. C'est quand je suis au-dessus de 70.
Grâce à ça, on va dire que mon émotion a diminué suffisamment pour être en dessous de 70. Et là, je vais essayer de comprendre l'émotion. La première étape, ça sera de déjà savoir quelle est réellement l'émotion. Et typiquement, l'émotion de colère, elle est souvent secondaire à une émotion qu'on n'identifie pas, qui est souvent en dessous, il y a de la tristesse, où il peut y avoir de la peur. Moins fréquemment, ça peut être de la honte, mais ça peut être aussi de la jalousie ou de l'envie. C'est toutes des émotions primaires qu'on reconnaît très mal. Comme on ne les reconnaît pas, ça passe en colère. Donc déjà, c'est identifier l'émotion et d'essayer d'observer comme on a fait avec les parts de pizza. C'est quoi mes pensées, mes certitudes par rapport à la situation qui engendre cette émotion? C'est quoi mes jugements? C'est quoi mes interprétations de la situation? Et c'est de faire cet exercice de flexibilité mentale, de regarder qu'il y a des interprétations alternatives, de regarder le point de vue de l'autre. Une grosse partie de notre activation émotionnelle est liée au jugement qu'on porte sur une situation ou sur une personne ou sur un contexte. La vérification des faits, ça peut être aussi, le fait de regarder est-ce que très concrètement, il y a une menace pour moi? Quelle est la pire catastrophe qui pourrait arriver? Quelle est la probabilité qu'elle se construise? Pourrais-je y faire face? En fait, c'est un peu, essayer de faire comprendre au cerveau que peut-être, l'émotion qui nous a envoyé là à 65, cette émotion est peut-être pas aussi, nécessaire de manière aussi forte parce qu'en fait, on a plein de manières de gérer. Et l'idée, c'est que l'intensité de l'émotion qu'on ressent est toujours valable parce qu'il y a pas de valeur morale de dire qu'il faudrait pas, ressentir une émotion. L'émotion, c'est quelque chose de physiologique, vous l'avez vu. Il y a pas une émotion qu'on devrait ou qu'on ne devrait pas ressentir. Par contre, notre cerveau peut se tromper sur l'intensité. Donc il y a une intensité qui est ressentie et valide, mais en fait, là-dedans, il y a la quantité que mon cerveau rajoute à cause de mes interprétations, de mes jugements, de comparaisons avec d'autres personnes, de projections dans l'avenir. «Oh là là, ça sera toujours comme ça. Si là, je dis rien toute ma vie, j'aurais nanana, il fait toujours ça. Comparaison avec le passé: «Ah de toute façon, il m'écoute jamais, de toute façon, c'est toujours comme ça». Donc notre cerveau, en fait, en permanence, il est pas en train de gérer le moment présent, mais il est en train de comparer le passé, le futur. C'est pour ça que cet ancrage dans l'instant présent est tellement indispensable dans la régulation émotionnelle. Et donc du coup, pour apprendre à réguler les émotions, c'est d'arriver à identifier quelle quantité mon cerveau rajoute et quelle quantité est le vrai message que l'émotion veut nous donner. Ce qu'on appelle aussi la pépite d'or, c'est-à-dire le vrai message à écouter. Qu'est-ce que cette émotion concrètement veut me dire ici et maintenant? Quelle est la quantité justifiée? Et moi, avoir honte quand j'ai coupé la parole le premier jour de ma prise de fonction en réunion universitaire, bah, c'est une honte qui m'a aidée. Elle m'a dit quelque chose d'important, que je veux faire partie de ce groupe universitaire et que par conséquent, si je passe mon temps à couper la parole aux gens, ça va pas bien se passer. Par contre, la honte n'avait pas besoin d'être complètement dysrégulée comme elle l'était au départ, parce qu'en fait, j'étais trop activée parce que je me projetais sur le fait, oh là là, je vais être exclue, ils vont pas m'aimer, ça va mal se passer. Et finalement, une fois que j'enlève cette partie que rajoute mon cerveau, j'ai la bonne quantité qui me permet d'adapter mon discours, m'adapter mon comportement, et c'est une émotion qui m'a aidée une fois que j'ai su la réguler. Et la dernière question, et c'est peut-être la plus importante et c'est le cœur de la TCD, c'est est-ce que cette émotion est efficace? Alors l'efficacité dans le langage de la thérapie comportementale dialectique, c'est en fait savoir est-ce que cette émotion, si je suis ce qu'elle me dit, est-ce que, est-ce que je veux vraiment suivre ce programme? Donc typiquement, la colère est faite pour, réparer une injustice, donc ce sera genre frapper mon collègue, ou alors me mobiliser contre une loi en faisant une manif. Si c'est de la honte, ça sera me cacher. Si ce serait de la culpabilité, ça sera essayer de réparer. Si c'est de la jalousie, ça sera essayer de garder. Si c'est de l'envie, c'est de me mobiliser vers quelque chose que je veux obtenir. Et finalement, la question, c'est est-ce que cette émotion, là, maintenant, elle a bien compris, mes objectifs et est-ce qu'elle est en accord avec mes valeurs de long terme? Et du coup, la réponse de savoir si mon émotion est efficace, c'est est-ce qu'elle correspond à mes objectifs du moment, à mes valeurs? Et puis ce qu'on appelle en TCD, l'objectif ultime qui est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Je vous rappelle, c'est une thérapie qui au départ a été faite pour des gens tellement dysrégulés qu'ils étaient suicidaires et donc du coup, tout le temps, on souligne cette importance de toujours rapporter nos décisions, nos choix et donc la manière de choisir notre comportement à ce qu'on souhaite obtenir de la vie, c'est-à-dire au moins une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc l'efficacité de l'émotion, en fait, ce sera la question ultime devant une émotion. Est-ce que cette émotion m'approche ou m'éloigne de mon objectif et de mes valeurs? Et par exemple, une émotion peut
nous pousser à nous expliquer avec notre mari, par exemple, parce qu'on s'est engueulé. Sauf qu'il y a des moments où ça peut être efficace et d'autres pas efficaces. Peut-être s'expliquer avec son mari alors qu'on est en train de recevoir 15 personnes à table, c'est peut-être pas pile le bon moment. Donc là, elle sera pas efficace, alors qu'elle sera efficace le soir, lorsqu'on n'est plus que tous les 2 et que les conditions sont en fait réunies pour mon objectif qui serait de construire une relation de couple saine où on s'explique au lieu d'entasser des cadavres dans la commode. Donc l'efficacité de l'émotion, elle sera vraiment à rapporter à ici et maintenant et à qu'est-ce que je veux. Et ça veut dire qu'une même émotion n'aura pas la même efficacité pour 2 personnes différentes, puisqu'elles n'ont pas les mêmes valeurs, pas le même contexte, pas les mêmes aptitudes, pas les mêmes outils aussi de ce qu'elles peuvent choisir en termes de comportement. Et la dernière chose que j'ai pas le temps de vous détailler, mais que je vais juste vous montrer rapidement, c'est ce qu'on fait pendant les séances individuelles avec les patients. C'est ce qu'elle s'appelle une analyse en chaîne, qui, comme son nom l'indique, c'est comme une espèce de chaîne où chaque maillon, c'est ce qui se passe dans notre cerveau, entre un événement déclencheur en bleu, un comportement cible en rouge, qui est le comportement dont on veut pas. Alors les patients avec des traumas crâniens, ça peut être le fait d'avoir un comportement explosif, mais ça peut être aussi un comportement d'évitement. Bah, finalement, je suis restée chez moi devant le canapé alors que je devais aller faire du sport et j'y suis pas allée. Donc ça peut être autant des comportements par excès que des comportements d'évitement de quelque chose qui pourtant m'aurait permis de construire la vie que je souhaite. Et donc du coup, on va analyser avec le patient plusieurs choses. La première chose, c'était quoi sa vulnérabilité? Je sais pas, par exemple, il avait faim, il avait mal dormi, enfin tout était réuni pour exploser de colère. Donc déjà essayer de regarder c'était quoi la vulnérabilité et comment on pourrait le prévenir. Et ensuite, ce sera regarder tous les maillons de la chaîne. Donc c'est des petits cercles en blanc. C'est finalement qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau entre le moment de l'événement déclencheur, on me fait une remarque par exemple, et le comportement cible, j'engueule mon mari et je me barre. Et en fait, dans le cerveau, parfois les patients disent: «Bah, il s'est passé ça, donc j'ai fait ça». Et dans un premier temps, ils n'ont pas conscience de tout ce qui se passe dans le cerveau, mais progressivement, on peut les entraîner à regarder, c'était quoi les marqueurs corporels? Est-ce que le cœur s'est accéléré? Qu'est-ce que j'ai eu comme, pensée? Qu'est-ce que j'ai eu comme émotion? À combien était cette émotion? Qu'est-ce que je me suis vue faire? Quelle pensée m'a traversé l'esprit? Et progressivement, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas qu'un événement déclencheur fait un comportement, mais qu'il se passe plein de choses dans notre tête et à chaque maillon de cette chaîne, on peut trouver une compétence de régulation émotionnelle. Donc, comme on en apprend des dizaines, pour chaque maillon, on regarde la prochaine fois, qu'est-ce que vous pourriez faire autrement? C'est ce qu'on liste dans le rectangle des solutions. Et puis surtout, on réfléchit avec le patient quelles sont les conséquences de leur comportement, en validant que tout comportement est logique. Les conséquences immédiates d'exploser la figure à son voisin, sur le moment, ça soulage. Donc on peut tout à fait valider que le cerveau a voulu bien faire, hein, en ayant un comportement impulsif. Mais quelles sont les conséquences à court terme et moyen long terme? C'est-à-dire dire: «Oui, c'est logique, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez?» Et là, on peut renvoyer les gens à leurs valeurs et à ce qu'ils souhaitent vraiment, sans juger le fait que le comportement est inadapté. Donc oui, certes, il est inadapté, mais le cerveau, à un moment, s'était dit que c'était adapté de décharger une colère. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, ça sera vraiment regarder maillon par maillon pour la prochaine fois faire autre chose. Si on arrive à casser cette chaîne de comportement n'importe où, et ben, ça va nous amener plus vers quelque chose en rapport avec nos valeurs, c'est ce qui est le bleu. Et surtout, faire ça théoriquement, ça ne sert à rien. Donc, on va jouer ça avec les patients après. OK, c'était où? Vous étiez dans votre salon. Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Vous étiez à 70. OK, donc là, vous auriez pu aller vers le congélateur, déjà prendre de la glace, dire que vous avez besoin d'une seconde, aller aux toilettes. Peut-être que là, l'émotion aurait déjà redescendu en dessous de 70. C'est quoi la compétence que vous pourriez faire, vu où vous êtes, vu avec qui vous êtes, etc. Donc ça sera vraiment faire de l'imagerie mentale, de se projeter vers une manière de fonctionner différemment quand l'émotion sera de nouveau aussi forte. Voilà, je ne vais pas vous le détailler plus. Oh, par contre, je suis sortie. Je suis sortie alors qu'on avait deux dernières slides à vous dire. Donc peut-être d'abord Hélène. Bon, si vous devez retenir une chose, parce que vous avez vu tout ce travail et après toutes les analyses qu'on doit faire pour être sûr qu'on a bien analysé, c'est de prendre avec vous les règles d'or de régulation émotionnelle. Un, toujours identifier les émotions et vérifier si elles vous aident sur le moment, s'ils sont en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Avoir toujours en tête qu'on ne peut pas changer les autres, on le sait, mais on l'oublie, et que je ne peux changer
que moi-même, et donc ma gestion des émotions. Et si vous êtes dans une situation où tout est très élevé, vous avez vu, les émotions primaires montent, hein, c'est une émotion, on a dit, de grande intensité, de durée courte. Là, stop, stop, hein, c'est une des compétences que les patients apprennent, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'entrer dans une interaction quand vous êtes au-dessus des 70 et que finalement, il faut bon, jamais éviter les émotions et ce qui va être payant à long terme, c'est de pouvoir s'exposer aux émotions et il y aura qu'un seul mot, pratiquer. Donc, ce qu'elle disait, Agatha, avec l'analyse en chaîne, c'est pas une fois vous le faites et dites, OK, c'est bon, j'ai compris, mais c'est de pouvoir convaincre votre cerveau. En fait, c'est ça l'idée, c'était ça l'idée aussi des lourdes. Votre cerveau, il a une tendance à vous envoyer, Agatha, l'idée hameçon. C'est comme un lac avec des poissons. Il vous envoie tout le temps des trucs. Et l'idée, c'est de comment apprendre à les court-circuiter, lui dire, OK, mon cœur bat fort, mais tout va bien. Je veux dire, hein, pour vulgariser, c'est ça. Mais ça ne vient pas en une seule fois. Ça veut dire qu'il faut faire pratiquer tout le temps. Même si vous n'avez pas envie de dire votre émotion, l'identifier, pouvoir pratiquer jusqu'à réussir. Et pour apprendre à pratiquer, Et pour apprendre à pratiquer grâce au Covid, alors, le Grémo, c'est une collaboration qu'on a eue avec différents services, notamment de psychiatrie et d'addictologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et pendant le confinement, à l'époque interne, Amaury Durpois a réalisé des vidéos YouTube qui expliquent chacune des compétences de régulation émotionnelle avec des mises en scène et des petites scénettes un peu rigolotes qui sont sur la chaîne YouTube Grémoüs, donc comme groupe régulation émotionnelle, hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc ça, c'est quelque chose du grand public qui permet d'apprendre à réguler ses émotions. Et puis pour ceux qui lisent l'anglais, il y a la magnifique autobiographie de Marshall Linehan, qui est la personne qui a vraiment révolutionné la prise en charge psychiatrique en sortant d'aspects très psychothérapie de soutien vers le fait de dire les personnes ont besoin d'apprendre des compétences de régulation émotionnelle. Elles n'ont pas besoin juste de soutien psychologique ou de comprendre leur passé ou leur enfance, mais elles ont besoin qu'on leur apprenne concrètement comment gérer leur comportement, comment gérer leurs émotions. Donc ceux qui lisent l'anglais, ça peut être chouette aussi. Et c'est une collaboration qui est née du lourd travail de Sébastien Weilbeil et de Louisa Weiner, qui ont coordonné ce premier ouvrage qui, là, pour le coup, est en français sur l'application de la thérapie comportementale dialectique à différentes populations, qui, là, pour le coup, est en français. Merci beaucoup. Ou on va prendre les questions en salle si vous en avez. Quand même. jusqu'à la première question. Merci. Très intéressant. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais très intéressant. D'où vient cette envie de vouloir tout réguler? Je prends un exemple. Quand je rate quelque chose, quand je me cogne et quand je suis fâché, je suis en colère contre moi-même parfois, ou simplement parce que ça fait mal, et je sors un gros mot. Et maintenant, j'ai un petit-fils de 5 ans qui me dit « Papy, on n'a pas le droit de dire des gros mots ». Et puis, bien sûr, mon épouse a ouvert grand la porte. Elle a dit « On va créer une petite boîte et à chaque fois qu'il dira un gros mot, il mettra une pièce dedans ». Alors, la seule chose qui me sauve, c'est que ce petit bonhomme de 5 ans, il n'a pas encore la valeur des choses et que je m'en sors en mettant 1 ou 2 centimes. Parce que le jour où il comprendra que ça vaut rien, il faudra que je mette plus. Par contre, je continue à dire des gros mots quand je me fais mal ou quand je rate quelque chose que voilà. Donc, est-ce que c'est à moi de faire maintenant l'effort de dire oui, ils ont tous raison, il faudrait pas que je dise des gros mots, ou est-ce que voilà, je sais pas, aidez-moi. Bah, c'est un excellent exemple de discerner si l'émotion est efficace ou pas. C'est-à-dire, est-ce que le comportement vous pose souci parce qu'il vous gêne sur le fait d'avoir une vie en accord avec vos valeurs. Si votre valeur, c'est d'avoir un langage parfaitement posé, sans aucun gros mot, et que c'est quelque chose que vous venez nous voir en disant, voilà, moi, ce que je voudrais, c'est arrêter d'être grossier, et ben, on va vous aider là-dessus. Par contre, si c'est quelque chose qui ne vous gêne pas, il y a aucune raison de dire que là, il y a quelque chose à changer, en fait. Donc la régulation, ce n'est pas la suppression des émotions, c'est d'arriver à choisir le comportement lorsque le comportement est trop dicté par les émotions et que le comportement ne correspond pas à ce qu'on souhaiterait. Donc lorsque vous êtes dysrégulé émotionnellement,
et que vous vous faites mal ou que vous laissez tomber un outil de bricolage, si j'ai bien compris la situation, bah, nous, on a plutôt des patients qui vont hurler, qui vont avoir tellement peur que les enfants devront être peut-être retirés du domicile familial, ou encore qui vont couper la relation avec l'épouse. Le climat familial va devenir insupportable. Des patients qui vont se faire mal, et des patients qui vont se taper la tête contre le mur parce qu'ils n'ont pas réussi à monter l'étagère. Donc la régulation est nécessaire à partir du moment où un comportement n'est pas en accord avec ce qu'on souhaite vraiment. Et donc ça renvoie à l'idée des valeurs. La thérapie comportementale dialectique, c'est l'une des thérapies qui a vraiment fait son niveau de preuve sur la thérapie, sur le trouble bipolaire. Je vous ai mis ici la référence au service de psychiatrie des US. Dans les groupes de thérapie comportementale dialectique, il y a justement vraiment un accent mis sur la nécessité de réguler les émotions, donc les micros. Si vous voulez, dans la maladie bipolaire, vous avez des grandes variations thymiques qui, elles, vont plutôt se faire sur des mois. Et puis à l'intérieur de ces grandes variations, vous avez une dysrégulation émotionnelle qui se joue, elle, en termes de dizaines de minutes. Et donc l'idée de la thérapie comportementale dialectique, c'est qu'en réussissant à réguler les émotions, disons, dans les heures, quoi, il y aura moins de difficultés avec ces grandes vagues. Et du coup, ces vagues, au lieu d'être très, très amples, seront un peu moins amples. Donc ça n'enlève pas la maladie bipolaire, mais ça traite le symptôme en lien avec la dysrégulation émotionnelle. Et souvent, on pense au fait qu'il y a des phases maniaques ou dépressives, mais en plus de ça, dans la maladie bipolaire, il y a aussi des difficultés de régulation émotionnelle, quelle que soit la phase. Et donc, la thérapie comportementale dialectique, c'est là-dessus qu'elle va aider. Donc, vous avez ici la revue systématique de dizaines d'études faites par Jones. Et donc, actuellement, moi, je pense que c'est un traitement que toute personne avec une maladie bipolaire devrait pouvoir avoir. Or, beaucoup de gens ont plutôt de la psychothérapie de soutien. On a encore du temps pour une dernière question, si quelqu'un en a une. Oui. Oui, bonjour. Au début de la conférence, vous nous avez indiqué que la plupart du temps, au départ, ça peut provenir d'un AVC. Et ensuite, ça évolue. Est-ce qu'il y a encore d'autres possibilités du style, en guillemets, plusieurs anesthésies générales consécutives, très rapprochées? Est-ce que ça peut également jouer dans ce domaine? Votre question, c'est les lésions cérébrales acquises ou la dysrégulation émotionnelle? Les deux. Alors, on va faire les deux. Donc, les lésions cérébrales acquises, ça veut dire toute lésion du cerveau à un temps T qui n'évolue plus. Donc, typiquement, c'est pas la maladie d'Alzheimer, c'est pas les scléroses en plaques, c'est pas ces maladies qui font que des cellules meurent et dégénèrent. C'est le fait qu'à un moment, le cerveau a eu un problème. Ce problème, ça peut être le fait d'un AVC, le cerveau se met à saigner ou un vaisseau se bloque, il n'y a plus d'oxygène, ou encore ça peut être une chirurgie de méningiome, on est venu opérer le méningiome, on l'a enlevé et puis on a lésé des cellules autour. Ça peut être une infection, une méningoencéphalie, une méningite, une bactérie ou un virus s'est mis sur le cerveau. Et puis, ça peut être le cerveau qui manque d'oxygène. Donc, par exemple, les anoxies cérébrales, c'est au moment d'un arrêt cardiaque ou encore au moment d'accidents d'anesthésie générale. Alors, heureusement pas tous, mais il peut y avoir des moments où le cerveau a manqué d'oxygène. Donc ça, ce sont les lésions cérébrales acquises. Maintenant, la dysrégulation émotionnelle, elle se voit dans plein de circonstances différentes. Elle se voit aussi, on l'a vu, dans le trouble bipolaire, elle se voit dans de certains troubles de personnalité, elle se voit dans les syndromes de stress post-traumatique, elle se voit dans le TDAH, mais aussi dans le spectre de l'autisme. Donc, plein de gens sont dysrégulés. Et en fait, on est tous dysrégulés à certains moments de la journée ou de notre vie, et d'autant plus qu'on a eu quelque chose de difficile à gérer. Au bout d'un moment, on peut avoir nos capacités qui sont dépassées. On va pas forcément tous faire une dépression, mais pour beaucoup d'entre nous, on sera tellement mobilisés que finalement, on va perdre sur nos capacités de régulation émotionnelle. Donc des choses non spécifiques, c'est-à-dire qui vont pas forcément se voir sur une IRM comme étant lésées, vont quand même être source d'une plus grande vulnérabilité et donc de dysrégulation émotionnelle. Et à partir de là, il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes qui rentrent dans aucune des cases.
Et l'avantage de la thérapie comportementale dialectique, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose à nous apprendre en médecine, c'est que dans les groupes de thérapie comportementale dialectique, on s'en fiche à la limite quelle est la maladie de la personne. Dans le service de psychiatrie des US, ça va mélanger des personnes qui ont un TDAH, qui ont un trouble de personnalité borderline, qui ont un trouble bipolaire. Ce qui nous intéresse, c'est le symptôme. En médecine, actuellement, on met beaucoup d'efforts pour faire des bilans, pour mettre les gens dans les cases TSA, bipolaire, borderline. En plus, on se rend compte qu'en général, les gens ont beaucoup de choses en même temps, donc ils ont plusieurs diagnostics. Et la TCD, elle vient raisonner autrement. Elle regarde quel est le symptôme qui gêne la personne pour la construction de sa vie. Et elle va agir sur le symptôme sans trop se prendre la tête à quoi c'est dû. Est-ce que c'est lié au fait que la personne a eu une maltraitance dans l'enfance? Est-ce que c'est parce qu'elle a des facteurs génétiques de troubles bipolaires? Est-ce qu'elle a en plus un TSA? On va vraiment regarder c'est quoi aujourd'hui qui gêne et limite, en tout cas pour cette thérapie-là, pas pour les traitements médicamenteux, mais pour cette thérapie, ce qui importe, c'est que la personne soit dysrégulée émotionnellement et qu'elle ait besoin d'apprendre des compétences pour réguler les émotions. Donc la liste de ce qui donne une dysrégulation émotionnelle, je pense, c'est infini. Si c'était exhaustif, ce serait juste le reflet de l'état des connaissances médicales qui ont mis des mots sur certaines choses. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas encore mis des mots et plus tard, on saura. Par exemple, on sait que le Covid a donné autre chose que des problèmes respiratoires. On a mis beaucoup de temps à le savoir, maintenant on le sait. Et sur les traumatismes crâniens légers, on sait que c'est pas parce qu'il n'y a rien sur l'IRM qu'il n'y a pas de trouble. Mais à la limite, presque, on s'en fiche parce que nous, on va travailler à partir du symptôme qui gêne la personne. C'est ça. Et le plus important, c'était ça, justement, dans les lésions cérébrales, où on ne voyait pas, donc où les neuros, ils pourraient dire, c'est pas grave. On passait à côté certaines analyses et c'est pour ça que cette étude est née, pour pouvoir vraiment aider de manière individuelle, pas pour dire si vous prenez ce médicament ou parce que il y a le rapport bénéfice-risque, ça marche pour tout le monde, mais comment, en tout cas, ça peut être dans la vie de tous les jours étudié. Oui. Je vais juste donner le micro, comme ça tout le monde vous entend. Merci. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille proche qui a été opéré il y a 3 semaines d'un méningiome tellement important qu'il avait percé l'os frontal, qu'il envahissait les sinus, qui descendait jusque dans la gorge. Alors, ce qui m'a un peu étonnée, c'est qu'il est sorti de l'hôpital il y a quelques jours. Il a refusé le soin de suite. Il est à la maison et il ne me semble pas qu'en neurochir à Haute-Pierre, on lui ait dit qu'il était différent. Bon, c'est mon frère. Moi, je le trouve différent et lui, il se voit pas du tout différent. Alors, peut-être que les neurochirurgiens lui ont dit et qu'il n'a pas intégré, mais même son épouse, elle dit, il est rentré, le lendemain du jour où il est rentré et nettoyer la cheminée. Il était tout étonné parce qu'il a dû s'y prendre à 3 fois pour nettoyer cette cheminée parce qu'au bout de 10 minutes, il n'en pouvait plus. Et en plus, après, son épouse lui a dit, oui, mais tu as mal fait. Moi, je trouve que votre conférence, vous devriez la faire en neurochir à l'hôpital de Haute-Pierre. Alors, si tout s'est bien passé à Haute-Pierre, vous pourrez regarder avec lui les papiers, mais il a dû normalement recevoir une fiche élaborée par notre service qui explique les conséquences des lésions cérébrales et être convié à une réunion qui est à moitié pour les patients et pour leurs familles pour expliquer les conséquences des lésions cérébrales et, si le patient le souhaite, proposer un accompagnement dans notre service. Donc, parfois, cette fiche n'est pas donnée. Et des fois, c'est par bouche à oreille que les gens arrivent chez nous. Mais en tout cas, à la fin de la conférence, je peux vous donner le numéro de téléphone parce que c'est typiquement ce genre de patients, quand ils sortent de neurochir, les neurochires sont là pour veiller à ce qu'ils survivent. Et ensuite, le rôle des neurochires s'arrête là. Et ensuite, c'est le partenariat qu'on a avec eux. Ils sont envoyés vers notre structure qui s'appelle EMO-ATC, qui, elle, s'occupe en fait de dépister, comprendre, bilanter et puis prendre en charge les conséquences émotionnelles, psychiques et cognitives et comportementales des lésions cérébrales qui ne se voient pas. Donc merci pour ce témoignage parce qu'il montre aussi l'intérêt. Et en fait, c'est vraiment ça. Moi, je ne vous ai pas dit ma spécialité. Donc, moi, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation. C'est ce qu'on appelle les médecins de rééducation. Et vraiment, on se partage les rôles. Enfin, vraiment, les neurochires, leur but, c'est d'empêcher que le cerveau soit dégradé par une tumeur, c'est d'enlever la tumeur, mais leur rôle n'est pas de diriger la rééducation cognitive ou la prise en charge émotionnelle. C'est pour ça qu'ensuite, les gens vont soit
en service de rééducation, soit s'ils n'ont pas de troubles moteurs et qu'il n'y a pas besoin de grosse rééducation, dans un service comme le nôtre qui va plutôt s'occuper du côté handicap invisible. Je pense qu'on peut les remercier une fois encore et les applaudir. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous cette semaine, jeudi au Planétarium à 18h30 pour une conférence sur un tout autre sujet, à qui appartient l'espace. Merci beaucoup, j'espère vous y voir. Et sinon, à la semaine prochaine.